En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, on est avec un leader spirituel, un prédicateur, un imam, un frère qui vous veut du bien. Et c'est qui? C'est Ali Alain. Salam alaikum, comment va mon frère? Alaikum salam, ça va, tu vas bien? Tranquille, tranquille, alhamdulillah. Je suis honoré que tu m'aies invité dans cette émission. Et comme tu le dis, en espérant que les choses se passent. Ah, toujours. Bon, alors on va commencer, tu vas te présenter, tu vas nous donner ton parcours scolaire et ton parcours religieux, comment tu es arrivé au stade d'imam, quoi. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit? Depuis tout petit, non. J'ai quand même grandi, comme tout le monde, dans un quartier, en tout cas dans mon milieu. Mais c'est une chose que j'ai voulu faire lorsque je suis arrivé au lycée. Dès que je suis arrivé au lycée, à peu près à cette période, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la théologie musulmane, avec les cours qu'on faisait à la mosquée, mon entourage. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, vraiment, ça, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'aller plus loin dedans. Et je vais te surprendre peut-être. Dès le lycée, j'avais déjà pour ambition de poursuivre mes études à Médine. Ah oui. Et par la grâce de Dieu, ça s'est fait d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pu étudier. D'accord. Et ton niveau scolaire, t'es arrivé où? Au bac, BEP, je sais pas. C'était comment ça s'est passé? Non, en fait, moi, j'avais commencé, arrivé au lycée, j'avais fait un BEP, BEP compta. Hein. D'accord, comme tous les jeunes. Non, d'abord, j'avais fait général. Puis après, j'ai fait une première d'adaptation. À l'époque, je sais pas si ça existe encore. Et puis, je suis parti en compta, que j'ai fait en un an. J'ai eu le BEP, puis je suis rentré en bac pro. Je te cache pas, ça m'intéressait pas. Et j'ai même voulu arrêter. À cette époque-là, j'ai voulu arrêter mes études, non pas parce que j'estimais que faire des longues études, c'est pas bon, mais parce que la compta, ça m'intéressait pas à la filière. Je voulais plus me réorienter. Et puis, moi qui étais intéressé par les études religieuses, lorsque j'ai appris qu'à l'université de Médine, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir postuler, il fallait avoir le bac, je me suis donné les moyens pour avoir le bac dans la compta, bien que j'aimais pas. Et immédiatement, j'ai entrepris des démarches pour pouvoir m'inscrire à l'étranger. Comment t'es devenu l'imam de Corbeil? Tu prêches devant les amis de ton papa, de ta maman. Comment ça se fait? J'ai fait un parcours religieux, un parcours scolaire religieux. C'est-à-dire que lorsque j'ai terminé mes études, je me suis inscrit à l'IESH de Paris. Lorsque je m'étais inscrit là-bas, j'ai immédiatement été pris dans le deuxième niveau, c'est-à-dire en deuxième année, étant donné que précédemment, j'avais déjà beaucoup bossé dans la langue arabe, dans les diverses sciences islamiques. Donc j'ai été pris en deuxième année, là-bas j'ai eu ma licence d'arabe. Et puis après, je suis parti à l'étranger, à Médine. J'ai fait 5 ans d'études là-bas. Et quand je suis revenu à Corbeil, comme les papas, ils me connaissaient, les jeunes également, c'est ma ville, comme tu l'as dit. Eh bien, j'ai pas couru derrière le poste, c'est eux qui m'ont mis en avant, on va dire ça comme ça. Et en plus du fait que l'ancien imam, celui qui était là avant moi, Cheikh Jaafar, que Dieu le préserve, il a conseillé les fidèles de me nommer moi imam. Et du coup, avec la cause de tout ça, ça s'est fait naturellement et c'est comme ça que je suis devenu imam de la mosquée de Corbeil-Essonnes. Et pour l'instant, les choses se passent très très bien en espérant que les choses se passent et que ça continue comme ça. Et c'est quoi quelles sont vos relations entre les moins jeunes et les anciens? Puisque dans souvent des mosquées, vous savez, dans les mosquées, les anciens ne laissent pas vraiment les jeunes prendre l'imam, donc prendre le commandement de la mosquée. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment de flottement, un moment d'hésitation, un moment de peur quand on voit un jeune prendre le rôle d'imam? Là, tu me poses une question qui nécessite quand même quelques petits détails. Moi, je parle de moi, ma personne, lorsque j'ai commencé à faire l'imam, les papas, ils étaient tous fiers. Ils étaient tous contents. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux, je les considère un peu comme mes pères. Parce que
les premiers à avoir fréquenté la mosquée parmi les plus âgés, les papas, comme on les appelle dans les quartiers populaires, les premiers parmi eux à avoir fréquenté la mosquée m'ont vu grandir. Donc automatiquement, c'est un peu mes papas, un peu mes oncles, un peu importe leur origine. Et lorsque j'ai commencé à diriger la prière, c'est eux qui m'ont mis en avant, ils ont vraiment apprécié. Et pareil pour les sermons du vendredi, les cours que j'ai donnés. Et en tant que jeune, ça n'a jamais posé de problème avec eux, pour la plupart d'entre eux. Après, il y en a certains, je te cache pas, ils sont un peu durs, mais ça fait partie aussi du jeu et je me dois de patienter vis-à-vis de ça. Après, notre équipe, nous à Corbeil, de façon générale, elle est hétérogène, pardonne-moi. Elle est hétérogène, c'est-à-dire dedans, il y a des jeunes et il y a également des papas. Il y a plus des jeunes, principalement des jeunes, mais il y a également des seniors, des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse. Et cette hétérogénéité marche super bien, on s'entend très très bien. Et il y a beaucoup d'amour entre nous. Et ça n'a jamais posé aucun problème à ce niveau-là. Au contraire, je pense que j'ai pu apporter, on a pu modestement apporter ce que peut-être l'ancienne génération n'était peut-être pas capable d'apporter, étant donné parfois leur décalage vis-à-vis un peu de la vie contemporaine un peu. Donc on va revenir par rapport, tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport au décalage, c'est que toi, tu es issu de la génération 86, 85 88. 88. Donc, voilà, toi, tu connais ce qui se passe dans la cité, un peu plus que les anciens qui viennent et qui prennent les mamas. Donc, tu peux parler de problèmes de société que tu as connus et que certaines personnes connaissent encore malheureusement aujourd'hui. Donc tu es plus à même à en parler, non? Plus à même, oui, peut-être, je sais pas. Aussi, oui, du fait que j'ai grandi dans un quartier populaire. Tu les comprends plus, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est que tu les comprends plus. Justement, je te réponds, mais en fait, je pense que je les comprends plus que les anciens. Mais comprendre tout le monde méticuleusement, je sais pas. Peut-être je me rends pas compte, je sais pas, mais tu sais, les générations, elles changent tellement vite. C'est vrai. T'as vu, nous, lorsqu'on avait 18 ans, 19 ans, et aujourd'hui, les plus jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, ils ont d'autres codes, d'autres mentalités. Et ils s'inspirent également d'autres musiques. Ça aussi, ça joue dans ta conception de la vie. Ils regardent d'autres films, ils vivent d'autres choses. L'ère du smartphone aussi, chose qu'on n'avait pas à l'époque, nous, les gens du Walkman. Donc, mais après, néanmoins, ça reste quand même Corbeil-Essonnes. Ça reste un quartier populaire. Ça reste des gens avec lesquels je suis pas très loin dans l'âge. On a 10 ans de différence, parfois moins même. Donc oui, je pense que il y a quand même une proximité qui est là et qui est plus importante qu'une proximité que pourrait avoir une personne qui vient de l'étranger, qui soit un imam de l'étranger, ou même une personne qui est trop âgée, qui ne connaît pas forcément la mentalité des plus jeunes. D'accord. Et encore une autre question, c'est est-ce qu'on peut être imam aujourd'hui et être dans son temps? Ça veut dire quoi être dans son temps? Ça veut dire voilà, être. Ne suis-je pas quelqu'un de cette époque? Ai-je du passé voyager vers le futur avec une machine comme dans Terminator? Bah, quand je parle de son temps, c'est d'être quelqu'un de, comment on dirait les jeunes, de swag, quelqu'un cool quoi, comme Didi. J'essaye. C'est un peu le genre où on va dire que l'imam, il a grandi trop vite, tu vois. Là, je te considère comme un petit frère qui est devenu mon grand frère. Tu vois ce que... Non, pas du tout. Non, je me considère moi-même, avec les gens qui sont plus âgés que moi, je les considère toujours comme mes grands frères. D'ailleurs, t'en fais partie. Et ouais, je pense que ça dépend de la mentalité de chacun. On peut être dans son temps connecté, comme tu le dis, swag. Et on peut également aussi, d'autres personnes, selon leur personnalité, seront plus réservées. Ça varie d'une personne à une autre, ça, je pense. C'est clair. Et je voudrais te demander une petite chose. Toi, tu te vois comment? Comme un éducateur ou un moralisateur? Je pense que l'imam, il fait les deux. C'est-à-dire qu'il est éducateur, dans le sens où il a le devoir
de s'éduquer lui avec les fidèles, c'est-à-dire s'entraide entre eux. Hein, je me vois pas comme un donneur de leçons, celui qui vient et qui fait la morale à tout le monde, mais je pense qu'on s'éduque mutuellement, on s'entraide dans cela, et on traite aussi des sujets qui ont un lien avec la moralité musulmane, donc forcément il y a une part de moi qui fait la morale et qui instruit. En fait, je pense que l'instruction, ça regroupe les deux. En tant qu'instructeur, on est amené à traiter de la moralité religieuse, de la moralité musulmane, et en même temps, on éduque les gens et notre personne dans la mosquée. D'accord. Et par exemple, une personne plus âgée que toi vient te voir et est-ce que tu règles des conflits, par exemple des conflits entre l'époux et son épouse voilà, la personne vient demander conseil à l'imam et surtout ça fait bizarre si on va demander conseil à une personne qui est beaucoup plus jeune que nous. Tu as déjà eu ce genre de situation? Oui, souvent, ça se produit, mais après j'essaie quand même de garder un certain sérieux. Et j'ai conscience de mon jeune âge. Et par conséquent, j'essaye, moi, d'avoir une attitude un peu mature et beaucoup plus adulte que la plupart des gens de mon âge, particulièrement lorsque je suis en face de personnes qui sont plus âgées que moi. Et le rôle de l'imam, ne se résume pas qu'à diriger la prière, enfin les 5 prières, qu'à faire le sermon de vendredi et qu'à instruire les gens. Il y a également aussi un aspect social. Donc oui, il m'arrive de faire de la conciliation de couple, hein, de recevoir 2 personnes qui ont quelques petits soucis dans leur couple, d'écouter les deux et d'essayer ensemble de trouver une solution. Et je pense qu'avec le temps, j'ai acquis une expérience sur ce domaine. Et au fur et à mesure, je ne prétends pas avoir de solution miracle, attention, mais c'est ensemble qu'on trouve les solutions. Lorsqu'on parle tous les 3, je leur rappelle, je leur évoque ce que dit la théologie musulmane sur les sujets qui sont les leurs. Et ensemble, encore une fois, on essaie de trouver une solution. Il y a cet aspect-là. Il y a également, dans l'aspect social, le travail avec les jeunes. Et le fait d'être patient et à l'écoute lorsqu'on vient nous poser des questions et d'autres choses encore. Donc en fait, un imam, c'est beaucoup plus que guider les 5 prières. C'est en quelque sorte, c'est un éducateur social. Oui, il a ce rôle, un éducateur social. En fait, ce rôle, ce mot, à titre personnel, moi, il m'est lourd en fait. Parce que si on dit éducateur, c'est comme si moi-même j'étais déjà quelqu'un un peu parfait, éduqué. J'ai moi-même mes manquements, j'ai moi-même mes défauts, j'ai moi-même des choses sur lesquelles je dois travailler. Je considère que c'est plus une entraide. On s'entraide mutuellement à s'éduquer et à devenir meilleur. Parce que moi-même, je suis le premier qui a besoin de m'améliorer. D'accord. Et souvent, on entend quand les jeunes vont à la mosquée, les plus jeunes, et qui fréquentent assez fréquemment la mosquée, on va les taxer de radicalisés. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, déjà, le mot radicalisation qu'on entend à outrance, oui. Aujourd'hui particulièrement, eh bien, déjà, avant même d'aborder le sujet, il faudrait définir le mot. Parce qu'aujourd'hui, le mot radicalisation, c'est un mot valise, dans le sens on met tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Et si on entend par là, par le mot radicalisé ou radicalisation, on entend par ce mot une personne qui aurait dans sa pratique une rigueur et un sérieux. Alors il n'y a pas de mal à ça, peu importe la confession, hein, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit bouddhiste ou autre, la personne a le droit d'être sérieuse dans sa pratique, rigoureuse. Dans sa foi rigoureuse. Ça, c'est chacun, il vit sa foi comme il l'entend, entre guillemets, peu importe la religion qu'elle la tienne. Par contre, si on entend par radicaliser une personne qui manifesterait de la violence envers autrui, eh bien, Dieu merci, moi qui ai fréquenté pas mal de lieux de culte, j'ai pas vu ça dans les mosquées. Dans toutes les mosquées dans lesquelles j'étais, j'ai toujours vu un discours d'apaisement, un discours de paix, comme est le nôtre à la mosquée de Corbeil, un discours de vivre ensemble, hein, un discours qui appelle justement à cette paix qu'est l'islam. D'accord. Et y a-t-il des projets mis en place
dans la mosquée de Corbeil? Les Pour pro- les jeunes. les Pour les jeunes et les projets moins jeunes. pour les Oui, jeunes oui. et les moins jeunes. Mais déjà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour les jeunes. Déjà, même les sermons du vendredi, il y a parfois des thématiques qu'on aborde et qui concernent exclusivement les jeunes. D'ailleurs, lorsque j'aborde ces thématiques-là, je privilégie dans le sermon la langue française. C'est-à-dire, je vais parler en arabe, mais je vais parler un peu plus le français. Alors que lorsque je m'adresse un peu plus aux seniors, aux plus âgés, peut-être que je vais privilégier la langue arabe. Et il m'est arrivé même récemment de faire un sermon quasi totalement français, qui parlait des bagarres de bande dans les cités. Ouais, c'était très intéressant. C'était très, très intéressant. J'ai eu des bons retours sur ce sermon, en espérant que cela soit accepté auprès du divin. Et parmi les activités qu'on a mis en place, on a une assise le dimanche Mhm. avec les jeunes. Il y a à peu près une quarantaine de jeunes qui assistent. Une assise avec eux dans laquelle elle dure à peu près 1 heure. On fait 30 minutes, les 30 premières minutes, on voit la biographie du prophète, prière et salut sur lui. Et dans la deuxième partie de cette assise, c'est-à-dire la deuxième demi-heure, eh bien, il y a une série d'échanges, questions-réponses. On apprend nous-mêmes à se connaître. Il y a également certains parmi eux qui me livrent un peu leurs difficultés, parfois même des questions de la vie de tous les jours. C'est très intéressant et en toute honnêteté, c'est peut-être la fonction qui me plaît le plus en tant qu'imam de la mosquée de Corbeil. J'ai toujours voulu avoir cette proximité avec les jeunes pour essayer, dans la mesure du possible, modestement bien entendu, de leur éviter les pièges, les erreurs dans lesquelles moi j'aurais pu tomber, afin de leur faire prendre des raccourcis autant que je le peux. D'accord. Et est-ce qu'il y a des rendez-vous entre imams de l'Île-de-France ou des connexions entre les imams de la France entière, en fait, ou des échanges, des débats pour faire avancer l'islam en France? J'ai dit bien l'islam en France, pas l'islam de France, puisque l'islam c'est universel. Donc comment vous gérez votre grand groupe s'il y en a un déjà? Il y a plusieurs, il y a des groupes d'imams au sens amélioratif, au sens positif du terme. Notamment on a un groupe WhatsApp dans lequel je participe pas énormément d'ailleurs. Je lis les messages, mais j'écris très rarement. Ouais, il y a des rencontres. Moi, je suis très proche des imams des mosquées de mes alentours. On a une très bonne entente. Ils m'invitent parfois dans leur mosquée. Moi, à mon tour, je les invite dans la mosquée de Corbeil. Il y a vraiment une fraternité et un lien qui est présent. Parfois, on discute, on échange sur nos expériences pour se conseiller mutuellement. Et on a des projets. Comment faire pour appeler les gens à l'islam en leur présentant l'islam, hein, parce qu'on ne contraint pas les gens à l'islam, ça n'existe pas. Dans le Coran, il est dit là, ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion, ça n'existe pas. Mais comment présenter aux gens l'islam et comment également faire face aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui vis-à-vis de certains détracteurs de l'islam qui parfois, souvent même, sont ignorants. C'est pas, s'ils sont haineux, c'est parce qu'ils sont ignorants, souvent. C'est juste ça. Donc il y a ce genre de réunion qui se crée. Mais à titre personnel, j'aime bien rester dans mon coin, j'aime bien rester seul. Je participe parfois aux réunions. Mais j'ai pas envie qu'on m'étiquette. Ça va très très vite, les étiquettes. Voilà, lui c'est l'imam qui fréquente tel imam, donc il a telle position, il a tel avis, et il adopte telle idéologie. Donc je préfère vraiment moi rester seul, travailler bien sûr avec mes confrères imams, mais garder quand même mon indépendance et éviter toute forme d'étiquette. D'accord. Alors maintenant, la question du Didi Cool TV, la question que tous mes invités sont obligés de passer par là, c'est la citer en quelques mots. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? La cité, eh bien, je dirais que c'est des quartiers dans lesquels il y a quelques difficultés, mais néanmoins, c'est des endroits dans lesquels vivent des personnes
aux multiples origines qui partagent et vivent ensemble de très belles histoires. D'accord. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on a été avec Ali Alain. Aïe, aïe, aïe. Un vrai imam dans son temps. Connecté, comme il dit. En espérant que les choses se passent. Si, si. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe.